Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la Géozone. Vous savez qu'il y a une chose que j'adore vous présenter dans mes vidéos, c'est des dictateurs. Souvent vous ne les connaissez pas forcément, et pourtant ce ne sont clairement pas des enfants de cœur. Prenez vos menottes et vos meilleurs uniformes, c'est parti pour découvrir 3 nouveaux dictateurs sanglants. On va commencer cette vidéo par un monsieur dont vous m'avez beaucoup parlé, un ancien médecin qui a totalement vrillé en prenant la tête de son pays, François Duvalier. Duvalier, c'est l'ancien président d'un pays dont on n'a jamais trop parlé sur la chaîne, la République d'Haïti, qui est indépendante de la France depuis 1804. François, il est tout d'abord médecin dans les zones rurales et reculées d'Haïti, ce qui lui vaudra plus tard le surnom de Papa Doc, avant de s'intéresser à la politique et surtout à la cause noire et à la lutte des classes. Là, on voit arriver gros comme une maison l'histoire d'un nouveau dirigeant pro-communiste, alors qu'en vrai, Duvalier, quand il défend la cause noire, c'est surtout qu'il défend la supériorité des Noirs sur les autres, surtout sur l'élite métisse très présente en Haïti. En 1949, Duvalier devient ministre de la Santé et du Travail, avant de fonder en 1956 le Parti de l'Unité Nationale, parti nationaliste et populiste afro-haïtien. En 1957, dans un climat très tendu, Duvalier devient le 41e président d'Haïti avec plus de 70% des voix. Et c'est ici que les choses sérieuses commencent. Après une tentative de coup d'État seulement 10 mois après son élection, il purge l'armée, interdit les partis d'opposition et crée une milice appelée les Volontaires de la Sécurité Nationale, aussi surnommés les Tontons Macoutes. Cette milice est hyper importante avec environ 10 000 membres, tous derrière la révolution menée par Duvalier, et leur but, c'est pas de faire la police, mais littéralement de s'attaquer à quiconque se trouve sur le chemin de Papa Doc. Payés uniquement par les différentes expropriations qu'ils réalisent, les Tontons Macoutes sont responsables de nombreux massacres, assassinats, viols et j'en passe. Clairement pas les meilleurs représentants des droits de l'homme. Comme expliqué précédemment, Duvalier, c'est pas un communiste. Donc dans une période marquée par la révolution cubaine, il devient un allié de choix pour les États-Unis qui vont protéger sa dictature face à des dizaines d'invasions et de coups d'État. En 1961, il organise de nouvelles présidentielles, sauf que cette fois-ci, il est le seul candidat, c'est vachement pratique, avant carrément de supprimer les élections et de se proclamer comme président à vie en 1964. Papa Doc réhabilite aussi de nombreuses croyances vaudou et après que les relations se soient tendues avec les États-Unis, normal en même temps, il s'est versé les aides financières américaines directement sur son compte, c'est vrai que c'est plus pratique, et après l'assassinat de Kennedy, il annoncera qu'il est mort parce qu'il lui a jeté un mauvais sort, de façon totalement sérieuse bien sûr. Et malheureusement, malgré la corruption, les massacres qui continuent de la part des Tontons Macoutes et les extorsions en tout genre, Papa Doc reste au pouvoir en profitant du soutien tacite des Américains. C'est finalement une maladie cardiaque qui causera sa mort en 1971, ainsi que celle de son régime, ou pas en fait. C'est son fils, Jean-Claude Duvalier, surnommé Baby Doc, qui prend le pouvoir, poursuivant la politique répressive de son père jusqu'en 1986. Finalement, lors de manifestations cette même année, le corps de François Duvalier sera retiré de son mausolée, brandi par la foule, qui le battra, dansera et tuera plusieurs centaines d'anciens Tontons Macoutes. C'est comme ça que devrait se terminer toute dictature. Pour le deuxième dirigeant autoritaire de la vidéo, on va voir un monsieur qui a lutté pendant longtemps contre l'impérialisme américain, Erich Honecker. Si ce nom vous rappelle quelque chose, c'est bien normal. Honecker a été le président de la RDA, l'ancienne Allemagne de l'Est, entre 1971 et 1989. Mais avant ça, Erich, il a été dans la résistance communiste, lors du Troisième Reich, se rendant plusieurs fois à Moscou et finissant en prison de 1935 à 1945. D'ailleurs, fun fact, il s'est évadé lors d'un bombardement en 1945 chez une gardienne de prison qui lui dira que ça serait mieux qu'il y retourne, ce qu'il va faire sans se faire cramer avant d'épouser une autre gardienne de prison à la fin de la guerre. Après la guerre, il rejoint le Parti socialiste unifié d'Allemagne, devenant secrétaire de la sécurité dans les années 60. Sauf que, qu'est-ce qui apparaît à Berlin en 1961 ? Bon, un petit mur de rien du tout, qui va scinder la ville en deux. Vous l'avez bien compris, c'est Honecker qui va planifier et faire construire le mur en tant que mur de protection antifasciste, selon ses propres termes. Mur qui séparera des familles, amis et balafrera la capitale allemande pendant presque 30 ans. Puis ça marche tellement bien qu'en 1971, Brejnev le nomme comme secrétaire général du Parti socialiste unifié, devenant donc officieusement le leader tout-puissant de la RDA. Cependant, Honecker, c'est pas un fou furieux sanguinaire comme Duvalier, mais un stratège hors pair. Il ouvre légèrement l'Allemagne de l'Est, permettant de rejoindre l'ONU et de participer à de nombreux autres traités, tout en contrôlant le pays d'une main de fer avec l'aide de la Stasi, la police politique est-allemande, qui n'est pas connue pour être la plus sympathique, on va dire. Cependant, la RDA est touchée par la crise économique. Le modèle soviétique patine et Honecker est obligé d'emprunter de l'argent à droite à gauche pour maintenir ses projets à flot. Sauf que ça ne suffit plus et le 18 octobre 1989, Honecker est démis de ses fonctions pour des raisons de santé. Sauf que comme souvent chez les soviétiques, tout est bidon et Erich se fait accuser de haute trahison par la RDA, se fait arrêter mais arrive à fuir en URSS.
Sauf qu'en 1991, fin de l'URSS, il tente de se cacher dans une ambassade pour fuir, mais ne voulant pas finir en Syrie ou en Corée du Nord, qui lui ont pourtant proposé l'exil, il est rendu aux Allemands unifiés, qui l'accusent cette fois-ci l'homicide de 68 personnes voulant traverser le mur. Faut dire que le monsieur est un peu nerveux. En 1982, un homme a presque embouti sa voiture, et donc, comme dans tout régime autoritaire qui se respecte, il aurait été abattu sur le champ, mort maquillé en suicide bien sûr. Il défend aussi son idée de construction du mur, pour éviter une troisième guerre mondiale aux millions de morts, et expliquant que la mort de 49 personnes au mur de Berlin sous ses ordres, bon, c'est pas grand chose, comparé à la guerre du Vietnam, ou au taux de suicide en Allemagne de l'Ouest. Ouais, un peu matrixé par le communisme, Honecker, et c'est sans parler des agissements de la Stasi, ni des affaires de détournement de fonds. Mais comme toujours, avec les hommes politiques, il a un cancer du foie, ce qui fait sauter son mandat d'arrêt international, et vous vous doutez qu'Eric ne remettra jamais les pieds dans un tribunal. Il fuit au Chili, où il y mourra le 29 mai 1994. Honecker n'est pas le plus violent des dictateurs qu'on a évoqué sur la chaîne, mais ses actions et décisions ont causé la mort, la torture et les larmes de nombreux Allemands de l'Est. Finissons cette vidéo avec un dictateur qui est vraiment peu connu alors qu'il a sévi dans un pays pas vraiment connu pour sa démocratie, Ne Win. Bon, c'est pas son vrai nom, mais Shumong, puisque Bonnewin, ça veut dire commandant radieux soleil. Et pour parler du commandant soleil radieux, on part en Birmanie, pays qui a été dominé par beaucoup de juntes militaires au fil du temps. On avait parlé d'eux avec le déplacement de la capitale en plein milieu de la forêt. Ce qui est drôle avec Ne Win, c'est qu'il commence comme Duvalier et finit comme Honecker. Il fait des études pour devenir médecin et se rapproche des groupes politiques socialistes à l'université. Il sera d'ailleurs sélectionné parmi les 30 camarades, qui sont un groupe de jeunes birmans formés au combat par les Japonais, qui envahiront d'ailleurs le pays en 1942. Cette armée indépendantiste pro-japonaise se tourne contre l'envahisseur en 1945 et devient l'armée nationale birmane. Ne Win est un socialiste, et avec ses copains, il aime pas trop les communistes, qui seront matés avec la mort d'Aung San, le père de l'indépendance birmane, et également le père de la prix Nobel Aung San Suu Kyi. Sous la bannière de la Ligue antifasciste pour la liberté du peuple, UNO devient leader de la Birmanie. Mais Ne Win il est pas très loin, devenant chef d'état-major de l'armée en 1949. Puis petit moment lunaire comme les dictatures savent si bien nous en produire. En 1958, UNO laisse Ne Win prendre le pouvoir, sûrement menacé par l'armée, puis élection en 1960 gagnée par UNO qui redevient président, puis enfin coup d'état en 1962 de Ne Win qui prend le pouvoir. L'idéologie de ce dernier, c'est un mix entre marxisme, nationalisme et bouddhisme, sous le nom de la voie birmane vers le socialisme. Avec son nouveau parti birman du programme socialiste, il combat l'analphabétisme, ouvre des hôpitaux, permet une meilleure éducation, protège les paysans, mais l'économie se casse la gueule, les opposants sont emprisonnés ou tués, le pays se tourne vers lui-même et les étrangers sont tout simplement expulsés. Puis comme tout bon birman, Ne Win, il va voir des astrologues bien sûr. Passionné de numérologie, il produit des billets de 15, 35, 45 ou encore 90 kyats, car le chiffre 9 lui permettrait de vivre jusqu'à 90 ans, si seulement ça marchait comme ça. C'est aussi lorsqu'il contrôlait le pays que le sens de circulation fut modifié du jour au lendemain, encore sous les conseils d'astrologues. Tout ça c'est sans parler comme d'habitude des manifestations étudiantes réprimées en tirant dans la foule, ou des grèves dans les usines où les grévistes sont fusillés. Ces manifestations auront finalement la peau de Ne Win, surtout la révolte des 4-8 en 1988, qui le pousse vers la sortie le 23 juillet de cette même année. D'ailleurs, dans son discours de départ, il dira « Si l'armée tire, elle n'a pas pour tradition de tirer en l'air, elle tire pour tuer. Bonjour l'ambiance ». Mais Ne Win ne disparaît pas, voyons. Nouveau coup d'état un mois et demi plus tard qu'il aurait organisé en mettant à sa place Somong et aussi participant à divers conseils d'état dont celui pour la paix et le développement. Tout ce qu'il a su faire en Birmanie finalement. Ne Win mourra finalement sans jamais être poursuivi pour ses actes en 2002. Homme d'état violent et répressif, Ne Win n'était pas connu pour faire dans la dentelle comme une grande partie des dictateurs birmans au final. Merci d'avoir suivi cette vidéo vous présentant 3 nouveaux dictateurs, j'espère que vous avez appris plein de choses. Merci à ceux qui aimeront la vidéo et s'abonneront à la chaîne, c'est le meilleur moyen de savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Vous avez tous mes réseaux sociaux dans la description, ainsi que Tipeee si vous souhaitez soutenir la chaîne. A la prochaine dans la Géozone, ciao!